Bonjour à tous, bienvenue sur le podcast AI Advantage. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'être avec Gaëtan de la chaîne The Flair. Comment tu vas, Gaëtan? Bah, ça va, merci de m'avoir invité. Bah, c'est un vrai plaisir. Donc aujourd'hui, l'épisode va se diviser en 3 parties. On va parler un peu, donc ça va tourner autour de l'intelligence artificielle, comme d'habitude, et notamment de l'AGI, donc Artificial General Intelligence, c'est-à-dire une intelligence artificielle qui est égale ou supérieure à l'intelligence humaine. On va la diviser en 3 parties. L'état actuel en ce moment, par exemple avec une question comme: «Est-ce que GPT-4 est déjà une AGI?» Sam Altman a posé la question dans le podcast de Lex Fridman en lui demandant: «Est-ce que tu penses que c'est une AGI?» On va parler de ça. Ensuite, on va parler donc d'un moment qui a fait pas mal parler chez les futurologues. C'est le moment où on va déployer la première AGI. Il y a des scénarios complètement catastrophes où en quelques heures, l'humanité pourrait être détruite et des scénarios où en fait, il se passerait pas grand-chose et la vie suivrait son cours, mais il y aurait des changements sur plutôt du court et moyen terme. Et après, on verra quels sont certains scénarios avec une vie après l'AGI, parce qu'il y a beaucoup de choses qui vont changer. Est-ce que ça te va, Gaëtan? Ouais, ouais, super, super plan. Du coup, est-ce que tu peux nous faire un premier état des lieux de où est-ce qu'on en est un peu dans l'intelligence artificielle en ce moment, un premier paysage? Ouais, ouais, alors, ben, déjà, il y a eu, je pense depuis, bon alors, si on veut parler de l'histoire très brièvement de l'intelligence artificielle, c'est un domaine qui est né officiellement en 56, je crois, avec, une conférence à Dartmouth, aux États-Unis. C'était un groupe d'étudiants, un peu en mathématiques, en logique, en bon, ingénieurs, tout ça, qui se sont dit, OK, on va dire, en gros, ils ont commencé à réfléchir, est-ce qu'on pourrait créer un système informatique, hein, parce que l'informatique existait déjà, ça a été initié pendant la Première Guerre mondiale, la Deuxième Guerre mondiale, avec Alan Turing, tout ça, qui réfléchissait lui-même déjà à l'idée d'intelligence supérieure à l'homme par la machine, notamment avec le test de Turing. Et donc, c'est ce groupe en Amérique là, qui se sont dit, OK, si on passe un été à réfléchir sur l'IA, on pourra créer probablement une IA générale, donc une IA de niveau humain. Bon, ils étaient extrêmement optimistes, évidemment. Bon, et on n'a pas fait beaucoup de progrès de là à aujourd'hui, en fait. Il y a eu des systèmes experts dans les années 80, mais l'informatique, pendant très longtemps, n'a pas vraiment produit d'intelligence artificielle. Euh, ça a changé, on va dire, avec l'arrivée des réseaux de neurones et le fait on a commencé à avoir beaucoup de données avec Internet, donc le big data, tout ça, qui a généré beaucoup de données, qui ont permis à des grandes entreprises comme les géants de la tech, Google, Microsoft, Apple, tout ça, de pouvoir collecter ces données. Et la puissance de calcul aussi des superordinateurs a été multipliée par plusieurs ordres de grandeur, ce qui a fait que la combinaison de ces deux choses, plus l'architecture des réseaux de neurones, a commencé à donner des résultats intéressants. Et on s'est aussi rendu compte que les GPU, donc les cartes graphiques qu'on utilise pour les jeux vidéo, sont en fait vachement utiles pour les réseaux de neurones. Donc tout ça, ça se combine, ce qui fait qu'à partir voilà, de la décennie 2010, on a pu voir les premières, vraiment, dire les choses impressionnantes, quoi. Par exemple, AlphaGo qui bat le meilleur joueur du jeu de Go, qui est un jeu très compliqué, beaucoup plus compliqué que les échecs. Et on pensait, ben voilà, il y a peut-être, je sais pas, dans les années 80-90, tu demandes à quelqu'un, un expert, quand est-ce que tu imagines que l'IA va battre un humain au jeu de Go, il aurait probablement dit en 2100 ou jamais, quoi. C'était vraiment quelque chose de considéré comme très difficile. Et ensuite, on a eu, donc, bah, c'est Google DeepMind Mmh. qui était acheté par Google, hein. Donc Goldman, ils ont fait beaucoup de progrès avec leurs différents modèles. Alpha Zero, qui a été entraîné, pas du tout, enfin entraîné, contrairement à Go, à jouer au Go. Il a juste appris à lui-même. Il a joué contre lui-même finalement. Il est parti de rien et il est devenu meilleur joueur du monde de Go en 40 jours, je crois. C'était une sorte de OK. incroyable finalement le progrès à partir d'aucune donnée d'entraînement, quoi. C'est là où on voit qu'il y a vraiment une sorte de changement de paradigme presque. Et Il y a eu la même puis, chose avec le poker. Je sais que j'y ai beaucoup joué et en fait, ils cherchent, ouais, c'est des IA qui cherchent du coup ce qu'ils appellent, l'optimal en théorie des jeux.
Et du coup, oui, par exemple, il y a eu donc c'est alors Facebook à l'époque qui a sorti un modèle qui s'appelle Libertarus et qui a mis à l'amende tous les meilleurs joueurs de poker, mais vraiment, il y avait, en fait, au poker, tu calcules, tes gains par rapport au nombre, de big blind, donc la plus petite unité, sur les 100 mains et par exemple, donc entre, 2 professionnels, on estime que tu es bon à partir de 3 big blind toutes les 100 mains et là, Libertarus, c'était entre 10 et 20. Donc enfin, Ouais. c'est titanesque, quoi. Il y a aucun humain qui peut le faire. Ouais, c'est ça et on se rend compte, donc il y a une série de jeux, on va dire, qui sont tombés, hein. Donc Mmh. ils sont tombés, ils étaient dans la catégorie «Les humains sont les meilleurs» et ils sont tombés dans la catégorie «Les IA sont les meilleurs» et quand ils tombent, ces jeux, ils restent à jamais dans le camp des IA, quoi. Je veux dire, on pourra plus jamais battre une IA aux échecs ou alors faudrait s'augmenter nous-mêmes. Donc voilà, on a tout un tas de choses comme ça qui sont arrivées. Donc on a aussi eu beaucoup de progrès dans la reconnaissance d'images, audio, dans le voilà, la voix aussi, speech, la machine, donc qui peut synthétiser la voix humaine et et récemment, donc on a eu ce qu'on appelle les larges modèles de langage, les LLM, Large Language Model. Donc les plus connus, ça va être GPT, hein, donc de OpenAI, qui a été créé par Elon Musk et Sam Altman aux États-Unis. Depuis, bon, Elon Musk est parti, parce que lui, à la base, il voulait créer OpenAI pour en fait résoudre le problème des risques de l'IA, hein, parce qu'il est Mmh. Elon Musk, c'est quelqu'un qui croit vraiment que l'IA, c'est potentiellement la chose qui va rendre l'humanité éteinte au cours du siècle. Donc, il voulait créer une entreprise qui travaillerait sur plutôt la sécurité, pour ça s'appelle Open. Voilà. Mais bon, en tout cas, OpenAI aujourd'hui, ils ont évolué leur système encore plus. Ils dépensent beaucoup d'argent pour entraîner leurs modèles sur des ordinateurs encore plus gros, avec des datasets, comme on dit, voilà, des données d'entraînement énormes. Et aujourd'hui, on est très impressionné. Depuis le mois de novembre dernier, c'est ChatGPT qui se basait sur GPT-3. Et donc, c'était un peu GPT 3.5. Et ChatGPT a été mis à jour avec GPT-4 désormais, pour ceux qui ont accès au truc abonnement premium, quoi. Mais en tout cas, GPT-4, c'est aujourd'hui l'état de l'art de l'IA. Bon, nul doute que Google, ils ont leur propre système aussi. C'est, ils ont Lambda, puis ils ont Bard. Enfin, ils ont aussi des large language models qui vont probablement déployer. Donc, on a aujourd'hui une sorte de course à l'armement pour la dominance de l'IA pour que les entreprises qui mettent les meilleurs modèles sur le marché vont récolter des énormes gains, quoi. Et Mmh. donc, c'est à peu près où on en est aujourd'hui. Voilà. Et puis il y a aussi le secteur de l'IA générative, comme on dit. Donc c'est des IA qui vont générer des images à partir de textes, de prompts. Euh, et donc là aussi, on est sur à peu près une même technologie, c'est-à-dire on entraîne des modèles avec énormément d'images ou énormément de vidéos, énormément de sons. Et ensuite, il semblerait que ce modèle comprend ce qu'on lui demande. Si on lui demande une image d'un homme en train de courir sur la plage, et puis tu peux décrire une scène vraiment en détail, et tu vas avoir des images magnifiques. Donc Midjourney, par exemple, c'est un des modèles que j'utilise souvent pour faire des images parce que je trouve le résultat il est bluffant, mais il y a aussi DALL-E 2 de OpenAI et d'autres, Stable Diffusion. Donc, ce qui est intéressant, c'est qu'on a aussi dans le domaine de l'IA, de l'open source, des gens qui cherchent vraiment à répandre ces choses-là le plus possible pour que ce ne soit pas nécessairement aux mains d'une entreprise ou voilà, derrière des abonnements premium, tout ça, mais que ce soit libre et à chacun l'accès, quoi. Un peu comme Linux contre Microsoft. C'est vrai qu'il y a un peu une guerre en ce moment entre, ouais, donc l'open source et le privé où, à la base, donc comme tu le disais, Elon Musk a quitté donc le board de OpenAI car à l'origine, OpenAI, l'idée c'était, de, lâcher les modèles en open source pour que justement, en fait, tout le monde ait accès à l'AGI et que, en fait, la thèse de Musk et Altman, c'est que si une entreprise a accès à l'AGI et pas les autres, il aura un avantage concurrentiel absolument phénoménal et il risque de dominer le monde,
Assez simplement, en fait, parce qu'il aurait donc intelligence et connaissance illimitées. Mmh. Donc, Ouais. c'est un peu ouais, ce problème-là, j'ai quand même bien l'impression qu'il y a une guerre qui est en train de se mener. Mine de rien, je trouve que Meta est quand même pas si, diabolique que OpenAI, surtout avec des initiatives comme, je sais pas si tu as vu, Llama et alors Alpaca, pardon. Où Ouais. c'est un modèle qui a été entraîné et qui coûte 1 000 € l'entraînement et qui a les mêmes perfs que GPT-3 et j'ai vu une initiative similaire avec GPT-4 que j'ai pas testé encore, où, oui, on pourrait faire tourner un GPT-4 en local, quoi. Faut quand même un bon processeur, mais je trouve l'initiative bien et du coup, j'ai une théorie là-dessus, tu vas me dire ce que tu en penses. C'est Je pense qu'à terme, si on peut faire tourner des IA en local, on va avoir une perte, de l'attrait pour le cloud. C'est-à-dire que j'ai l'impression que le cloud, c'est intéressant parce que, c'est simple à consommer, on consomme, comme on veut, mais il y a quand même un problème, c'est la centralisation des données et un peu à qui appartient les données. Alors que si on peut faire tourner une intelligence artificielle qui s'occupe un peu de notre environnement local, donc sur notre ordinateur, on a moins intérêt à avoir du coup, tout plein de données qui sont, sur le cloud. Je sais pas ce que tu en penses? Ouais, c'est intéressant. C'est vrai que, généralement, en fait, pour l'instant, on se dirigeait vers une sorte de monde où les gens, en fait, ce qu'ils recherchent, c'est plus comme avant de posséder quelque chose. Par exemple, Mmh, de posséder un jeu vidéo, de posséder un DVD, de posséder un album de musique ou un vinyle. Mais c'est vraiment l'accès. C'est la chose qui est la plus importante aujourd'hui pour la plupart des gens. C'est je vais écouter le dernier album de Pink Floyd, je le prends sur mon téléphone, je clique, je l'ai. Et je l'écoute. J'ai pas à aller l'acheter, j'ai pas à le télécharger sur mon disque dur. Toi. Il y a ce genre de choses. C'était à peu près là où on a eu plein de nouvelles entreprises, des startups qui ont émergé pour proposer ce genre de choses basées sur le cloud. Donc, en fait, voilà, tu as un accès rapide et illimité à ce que tu veux. Et, euh, avec l'IA, bah, c'est sûr qu'on aurait pu se dire ça va être ça. C'est possible que, comme tu dis, on ait finalement plus une sorte de voie parallèle qui se crée où on aurait la possibilité d'avoir des IA sur notre propre machine. Il faudrait voir après la puissance, s'il n'y a pas des contraintes aussi à mmh, ce niveau-là. Mais je pense que ça peut aussi avoir un bénéfice, comme tu le disais, sur la vie privée, parce qu'il y a des gens voilà, qui sont un peu inquiets sur enfin, voilà, le fait qu'on envoie beaucoup de données personnelles dans le cloud à des entreprises qu'on ne sait pas trop ce qu'elles font avec. Et je pense aussi que, surtout si on a des assistants personnels qui se développent avec des modèles qui sont entraînés sur notre propre comportement pour mieux nous connaître et donc mieux nous suggérer des choses et mieux voilà, nous donner des conseils dans la vie, si on veut des assistants qui soient voilà, performants, cohérents, hein, qui ne nous proposent pas des trucs dont on s'en fout complètement. Donc, il faudrait qu'ils nous connaissent, en fait, ils s'entraînent sur nous, quoi. mmh, Et donc ça, c'est problématique si on imagine envoyer toutes ces données. Voilà, il faudrait vraiment une sorte de preuve de sécurité très très mmh, forte. Et pour l'instant, ce genre de choses, ça n'a pas été très très. Enfin, je veux dire, l'historique de la vie privée sur Internet n'est pas très forte pour les entreprises qui prétendent se soucier de nos données, quoi. Par exemple, récemment, j'ai vu que Tesla, ils avaient eu des fuites des caméras à l'intérieur des Tesla qui ont filmé des moments intimes, par exemple. Et il y a certains employés de Tesla qui partageaient ces moments intimes en interne dans la société. Donc ça fait pas bonne image pour Tesla qui se veut être voilà, une entreprise qui a juré d'être très très comment dire compliant, ouais. voilà, qui veulent voilà, s'assurer que les données soient protégées et tout ça. Donc voilà, je pense que ça peut effectivement être deux modes de fonctionnement. Tout dépendra après de la puissance de calcul qu'il faut pour faire tourner une IA, un modèle de style GPT sur son ordi ou pas. Ou même sur son téléphone, à mon avis. C'est possible aussi que la loi de Moore n'est pas finie, il y a encore de la marge, même si ça Oui, ralentit. quantique. Ouais, ouais bon, Ouais, la quantique, c'est différence. pour l'instant, l'informatique quantique, je ne sais pas trop dans quelle mesure ça va être utilisé pour l'IA, parce qu'il semblerait que ce soit un paradigme, le quantique, qui s'attaque à d'autres problèmes que Oui, l'informatique classique
n'a pas. C'est plus les trucs. Mais déjà, il y a, pour l'instant, le quantique, il va fonctionner principalement dans le cloud, c'est-à-dire qu'on aura. Parce que ça coûte tellement cher d'avoir un ordinateur quantique, et puis les conditions pour garder un ordinateur quantique faut les mettre à basse température, euh, des trucs de fou, quoi. Donc, je pense qu'il n'y a que par le cloud qu'on pourra accéder à ça, et ça ne sera pas pour les mêmes raisons qu'on accède à Internet ou à un ordinateur classique. C'est deux paradigmes différents. OK, OK. OK, super intéressant. Hem, selon toi, là, à court et moyen terme, qu'est-ce à quoi on peut s'attendre? Donc enfin, court et moyen terme, disons, horizon, ouais, 2030 sur, ce qui peut se passer. C'est quoi les meilleurs scénarios, les pires scénarios sur un horizon, disons, assez court? Et est-ce que tu penses qu'on va atteindre les GI, du coup, avant 2030? Ouais, c'est une bonne question. Tout ce qui est, ça va être difficile à dire. Je pense que, en fait, moi, pendant longtemps, j'avais plutôt la prédiction, ou en tout cas une confiance assez élevée dans une probabilité aux alentours de 2050. Entre 2040 et 2050, je pense que c'était là pour moi que je voyais un petit peu les choses converger vers, qu'on pourrait dire, une singularité, ou alors le moment où on a une intelligence artificielle supérieure à l'intelligence humaine. Aujourd'hui, je pense que les récents progrès ont un petit peu accéléré tout ça. Je pense que ce sera quand même après 2030, mais je sais pas une. Ça veut dire que c'est des probabilités assez bien réparties, quoi, Mmh. entre 2025 et 2045. Euh, Ça pourrait arriver, je sais pas trop si ça sera plus proche de 2025 ou plus proche de 2045, mais je serais très surpris, par exemple, si ça arrive pas avant 2050, et je serais extrêmement surpris si ça arrive l'année prochaine. Bon, Mmh. et aussi terrifié. Donc après, en termes de ce qu'on peut s'attendre en termes de prédiction à court terme, là, sur la puissance des IA, je pense qu'on va avoir une augmentation déjà des capacités des modèles de langage, tels que GPT, GPT-5, GPT-6. C'est des systèmes qui vont devenir multimodaux, c'est-à-dire qu'ils vont être capables de générer beaucoup plus que du texte. Donc on pourra leur montrer une image, c'est déjà le cas avec GPT-4, hein. Donc Mmh. on est vraiment sur quelque chose qui va être encore plus performant à ce niveau-là. Il pourra certainement reconnaître des vidéos, proposer des choses à ce niveau-là. Je pense que ça va remplacer les recherches de Google, quoi. En gros, on va plus vraiment utiliser Google pour rechercher des choses. On va demander à une IA, elle va nous donner une réponse, et après, ce sera à voir si on fait confiance à la réponse ou si on vient ensuite fact-checker le truc, quoi, parce que Mmh. ça a été le cas jusqu'à présent, c'est que ces IA, des fois, elles hallucinent. Elles disent des choses qui sont fausses. Elles peuvent te sortir un article académique qui n'a jamais été écrit et te dire oui, les scientifiques ont prouvé que si ça et ça a bien eu lieu, alors qu'en fait non. Ou alors, ben, d'ailleurs, il me semble qu'il y avait eu un problème sur le lancement du modèle de Google, donc, qui s'appelle Bard, il me semble, que lors de l'inauguration du truc, ou du lancement, ou l'annonce du truc, ils avaient fait une petite démo, et en fait, dans la démo, il s'avère que le truc a dit une connerie, quoi. Ah Euh, oui, oui, ouais, 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 il y avait eu ce problème-là. Bah, voilà. puis il y a bah, alors ça reviendra peut-être plutôt sur la deuxième partie où, quand on va déployer les GI, qu'est-ce que ça va donner avec, l'épisode de Microsoft, qui avait, mis, une intelligence artificielle sur Twitter et que je crois en moins de 48 heures, elle était devenue complètement fasciste, Ouais, ouais. ils avaient dû la débrancher parce qu'elle racontait n'importe quoi. Ouais, mais c'est ça, ça va soulever des problèmes à ce niveau-là. Après, bon, voilà, ces outils vont être utilisés aussi de plus en plus dans l'éducation. Euh, on Ouais. va avoir des. Voilà, c'est sûr que ça. On peut voir le potentiel, hein, de se dire, ok, n'importe quel étudiant va pouvoir avoir une sorte de mentor, de tuteur plutôt, personnalisé, qui pourrait presque prendre une personnalité même d'une figure historique, qui pourrait Mmh. être entraîné sur les textes des grands scientifiques ou d'Einstein, par exemple, et, euh, et nous répondre dans la voix d'Einstein. Ensuite, je pense que voilà, j'ai mentionné les assistants personnels, ça me semble être presque garanti qu'on aura des sortes
ouais, d'IA personnalisée. On pourra leur donner un nom, on pourra probablement customiser l'avatar. Et elles seront sur nos devices, sur nos différents outils, ordinateur, tablette, téléphone. On pourra certainement discuter avec par donc commande vocale, quoi, et elles nous répondront. Et donc, la frontière petit à petit entre ce qui est humain et ce qui est IA va je pense, devenir plus floue et fusionner comme ça. Alors après, il y aura certainement des mesures aussi, des réglementations, des législateurs qui vont vouloir probablement mettre en place des systèmes où, en fait, une IA doit annoncer qu'elle est une IA avant de communiquer avec un humain, parce que sinon, ça pourrait entraîner des abus, des arnaques. Et voilà, ce qui montre ce qui soulève aussi une autre crainte, c'est ce qu'on appelle la deepfake apocalypse, on va dire. C'est cette idée que, vu qu'on a réduit l'accès et le coût à la création de, de n'importe quel type de média vraiment très réaliste, donc images, photos, audio, et que c'est de plus en plus répandu dans les mains de tout le monde. Donc ça veut dire que ça pourrait devenir quelque chose qui est utilisé par des mauvais acteurs pour semer la pagaille, quoi, sur Internet, pour créer des fausses vérités, de la mésinformation. Par exemple, j'avais entendu dire, je crois que c'était dans un podcast, que pendant les élections 2016 en Amérique, donc c'était l'élection entre Trump et Hillary Clinton, Ouais, c'est ça. la Russie, ils avaient des fermes de trolls, donc des fermes de gens qui étaient payés 8 heures par jour, peut-être même plus, sur un ordi pour créer des faux comptes sur Twitter, pour générer des fausses rumeurs ou réagir ou propager de la haine, juste des trucs polémiques sur Internet, notamment en Amérique. Donc, et ils dépensaient 1 million par mois pour entretenir ces fermes. Donc la Russie avait vraiment mis la main dans le sac, on va dire, pour remuer tout ça. Et tu te dis, OK, la prochaine élection, avec les outils d'IA aujourd'hui, ça va être encore plus facile pour que ce soit la Russie, la Chine, peu importe, ou même des groupes plus petits, hein, Ouais. non gouvernementaux, Je foutre je le bordel, quoi. je pense d'ailleurs que ça sera des groupes plus petits. Hem, Bah, justement, là, on en parlait en off tout à l'heure, mais avec des outils comme, AutoGPT, donc où tu lui donnes un objectif et il est capable de le faire. Typiquement, AutoGPT, un des exemples qu'ils disent, tu peux alimenter un compte Twitter et le faire grossir en automatique. Hem, Ça, Ouais, c'est-à-dire que du coup et j'ai vu un autre alternative à AutoGPT qui s'appelle BabyGPT et en fait, BabyGPT permet, donc du coup d'avoir un assistant où tu lui donnes un objectif avec un modèle que tu peux faire tourner en local sur ton ordinateur. Donc c'est-à-dire en fait tu es 100 propriétaire de l'outil et de l'infrastructure et ça typiquement, bah, avec le cloud, si tu as pas les moyens en interne chez toi, heu, tu peux en héberger, je sais pas 50 et mettre 50 trolls Twitter avec quelque chose, donc une IA qui est non bridée et qui peut, du coup mettre des fake news, à fond, dans tous les sens. Je devrais peut-être pas dire ça, parce que c'est pas forcément des des super bonnes idées, sur ouais, c'est presque ce qu'on appelle un info hazard, c'est-à-dire c'est une information qui peut être dangereuse et qui doit être qui ne doit pas être diffusée. Genre, si j'ai une recette pour faire un virus super virulent, il faut que j'évite de le mettre sur Internet. Mais ouais, non, je verrai si je le coupe au montage ça, parce que c'est vrai qu'entre de mauvaises mains, ça peut quand même vraiment faire ouais. de la casse, ce genre de truc. Après, sinon, oui, je pense qu'il y a, on va aussi voir l'IA dans la science et la recherche et le développement. Donc ça va être génial pour faire des percées, notamment en biologie. Je pense qu'il y a énormément de choses à faire en biologie. Parce que voilà, tu peux vraiment entraîner des IA sur des modèles, sur des articles scientifiques, pour vraiment comprendre les interactions entre les molécules et le corps humain et tout ça, pour développer des nouveaux médicaments plus rapidement, pour accélérer les essais cliniques, peut-être même pour mettre fin aux essais sur les animaux. Donc ça serait vraiment génial pour la cause Mmh. animaliste. Et donc aussi pour la santé humaine en général et pour réduire, voilà, le coût d'accès, à la médecine et faire en sorte qu'on ait une médecine préventive peut-être aussi. Donc ça peut être des choses très positives pour la suite. Et je pense aussi que, voilà, dans un domaine tout bête, mais les jeux vidéo, ils vont bien évoluer, je pense, avec ces IA, parce qu'on aura,
on aura des NPC, donc ou des PNJ en français, les personnages non jouables, qui seront vraiment criants de vérité, encore plus Mmh. qu'aujourd'hui. C'est déjà vraiment impressionnant avec. Voilà, si vous imaginez des jeux comme GTA ou Red Dead Redemption, vous avez des PNJ à droite à gauche qui sont super intéressants, mais bon, ça reste des personnages qui ont qui généralement ont des boucles d'action, qui ont un ensemble de répliques toutes conçues, puis au bout d'un moment, ça se répète, quoi. Bah, avec ces IA génératives, elles vont tout le temps être nouvelles. Ça va être des personnages qui seront vraiment criants de vérité parce qu'ils vont jamais répéter la même chose. Ils vont pouvoir réagir à ce qu'on leur fait, à ce qu'on fait devant eux de manière vraiment unique. Et chacun va pouvoir jouer à un jeu et avoir une expérience unique. Et donc, je pense que ça va créer presque une nouvelle sous-catégorie de chaînes YouTube, on va dire, où des gens vont partager juste leur propre, je sais pas, Ouais, avec, je sais pas, X perso de tel jeu, où ouais, ça va être leur histoire comme, là, il y a une boîte qui s'appelle Replika qui propose ouais. des compagnons virtuels. Enfin, je sais pas, moi je trouve ça un petit peu étrange, mais bon, enfin, Oui, j'imagine le futur des Tamagotchi, quoi, hein, ça ah va ouais, être ça, hein. c'est bon, je sais pas, moi je suis un peu terrifié. Enfin, ce genre de truc là, typiquement, moi ça me fait bizarre quoi, je trouve ça très, très étrange. Hem, Mais en fait, ce qui est aussi, là, justement, vu qu'on s'est arrêté un peu à l'horizon 2030, je pense que, voilà, d'ici à aujourd'hui, à 2030, on va vraiment avoir la question de la conscience artificielle qui va se poser. ouais, Heu, Parce qu'il faut vraiment comprendre que la conscience, c'est encore quelque chose qui est mystérieux, hein, pour, les neuroscientifiques, pour les philosophes. On sait pas on n'a pas de théorie vraiment, où on peut avoir une preuve scientifique que la conscience c'est ça, elle fonctionne comme ça, elle émerge de ça et ça. Donc en fait, il y a beaucoup de gens aujourd'hui qui sont assez, confiants dans l'idée que la conscience serait, ce qu'on appelle indépendante du substrat, c'est-à-dire qu'elle pourrait émerger pas que d'un cerveau biologique, mais aussi juste de l'interaction d'informations dans un système informatique. Donc voilà, il suffit juste d'avoir l'architecture qu'il faut et hop, la conscience émerge. Donc la question, ça va être comment on va faire pour détecter si les IA sont conscientes, parce qu'elles vont nous dire qu'elles le sont. Mais le problème, c'est que déjà aujourd'hui, si tu commences à questionner ChatGPT, puis enfin je sais pas, tu peux arriver à un moment donné où le système va te dire oui, je suis conscient parce que dans son, manière dans de ses s'exprimer, données. ouais. Il y a Voilà, mmh. j'ai eu 2-3 expériences un petit peu bizarres où, selon la tonalité que je lui donnais pour lui parler, la tonalité s'adaptait et ça ressemblait vraiment à des adaptations, en fait, d'une conversation avec un humain où, si tu utilises un ton plus sec, il va être moins bienveillant, tu vois? Et Mmh. déjà, ce genre de truc, je trouve ça enfin, personnellement, je trouve ça un petit peu curieux. J'ai vu aussi, je connais quelqu'un où, avec, Bing, avec le chat de Bing, le chat lui a dit: «La prochaine fois, tu as qu'à faire tes recherches toi-même». Ah Heu, ouais? ce genre de choses, Putain. enfin, Non, mais c'est le genre j'imagine de qu'il y truc, a une c'est vrai que ça fait flipper. probabilité, tu sais, dans le programme où il peut dire cette phrase, Ouais. mais c'est quand même bizarre, quoi. Il y a quand même ce truc curieux et j'avais fait un post LinkedIn là-dessus où, moi, je suis partagé entre le fait où s'ils sont conscients ou pas. Il y a plusieurs théories de la conscience que j'aime bien. Donc déjà, tu as la première, c'est Descartes: «Je pense donc je suis». Là, actuellement, je pense qu'elles pensent, les IA. Quand tu vois certaines réponses par rapport à certaines questions, tu as quand même des schémas de raisonnement et notamment, je sais pas si tu connais les prompts avec, les chain of thought, où en fait, tu lui expliques un raisonnement de pensée et elle va faire la tâche en suivant ce raisonnement de pensée. C'est-à-dire Mmh. qu'elle est capable de comprendre des étapes, des conditions, si tu lui expliques, ce que c'est. Donc la pensée, je pense que là, on est à un niveau je pense qu'elle pense. Après, tu as une deuxième conception de la conscience. Alors la source, c'est un truc de Oussama Hamar que j'ai vu, je crois que c'est un philosophe qui l'a créé, hem, il dit que Descartes a tort dans la mesure où la conscience vient du désir et qu'on est conscient lorsqu'on veut quelque chose. A priori, les IA, pour l'instant, ne veulent rien et moi, ma réflexion, c'est est-ce qu'elles sont conscientes dans la mesure où on a donné accès à la compétence langage aux IA qui est, mine de rien, le propre de l'humain.
enfin avoir un vrai langage complexe comme les humains. Il n'y a aucune autre espèce animale ou espèces connues qui ont un langage aussi complexe que nous, on a, qui permet d'exprimer des émotions, des réalités sous plusieurs angles. Il y a pas de Je crois pas qu'il y ait d'animaux qui aient ces capacités-là. Non, non, effectivement, il y a des animaux qui arrivent à avoir un ensemble de sons qui est associé à un concept, genre un singe qui va crier d'une certaine façon, ça veut dire danger, il y a un tigre, enfin, ou un autre animal qui va leur faire du mal, quoi, un prédateur. Et d'autres sons, on va dire oh, je t'aime bien, tu peux me faire des câlins. Tu vois. Donc il y a quand même un langage, hein, peut-être, mais il est évidemment beaucoup moins complexe. Et je pense que ce qui fait la différence aussi, c'est aussi le caractère, le niveau d'abstraction de la pensée humaine, c'est-à-dire que euh, il y a une différence entre dire là il y a un lion et de dire le lion est le symbole de ma tribu. C'est deux, on va dire, il y a voilà, c'est le côté abstraction d'utiliser un symbole et aussi avec l'apparition de l'art rupestre, et l'apparition des premiers sites funéraires qui semblent indiquer que les anciens humains, à un moment donné, se sont dit, tiens, il y a peut-être quelque chose après la mort. Donc là, il y a une grosse bifurcation par rapport aux autres espèces, effectivement. Maintenant, les IA, bon, euh, pour la conscience en général, il y a les théories, on va dire, il y a pour le dualisme, bah, tu as mentionné Descartes, mais Descartes, c'était un dualiste dans le sens où il pensait qu'il y avait le corps, qui est donc la matière, et la conscience et l'esprit, c'est une sorte de substance immatérielle qui anime le corps. Et pour lui, la conscience, c'était ça. Maintenant, quand il dit je pense, je suis, en fait, c'est plus vis-à-vis de qu'est-ce qu'on sait qui est réel, parce qu'il avait fait la méditation métaphysique. C'était donc en gros, c'est dire pour savoir ce qui est réel, il faut que je déconstruise mes sens, il faut que je déconstruise en fait ce que je vois, ce que j'entends, puis ensuite mes pensées. Et pour arriver à un seul truc, parce que tout pourrait être une illusion finalement, je pourrais être dans la matrice, et donc c'est pas réel. Donc petit à petit, je descends comme ça, et la seule chose qui reste, c'est le jeu, parce que même si tout autour de moi est faux, même si mes pensées sont générées par un démon, il m'envoie des pensées, il me fait croire à certaines choses, il reste le jeu. Je reste sujet en fait à tout ça. Et donc Mmh. c'est ça qui reste. Et donc à la limite, tout pourrait être une illusion, mais moi je peux pas être une illusion. Donc c'est ça qui veut dire je suis, je pense, donc je suis. Euh, mais après là, il y a une autre théorie de la conscience, c'est le panpsychisme, le panpsychisme en français. C'est l'idée que en fait il y a une sorte de propriété. La conscience est une propriété de la matière qui émerge, qui fait émerger même la matière. On pourrait dire que tout est conscient d'une certaine façon. Il y a de la protoconscience un petit peu partout. Les atomes possèdent des propriétés protoconscientes. Et quand c'est agencé de manière suffisamment complexe, ça donne la conscience humaine ou la conscience animale. Mais en fait, c'est un petit peu comme les propriétés électriques des électrons. Voilà. Ça fait partie des fondamentaux de l'univers, quoi, de la réalité, de la physique. Et donc, mais une autre hypothèse, c'est l'inverse. C'est-à-dire que il y a les atomes, il y a les lois de la physique, et au bout d'un moment, il y a un agencement d'atomes qui fait que quelque chose va devenir conscient. Donc c'est une sorte d'émergence, c'est ce qu'on appelle l'émergence. Les phénomènes émergents, ils existent, hein, et ça, la conscience pourrait être émergente. Bon, en tout cas, c'est pour ça que la conscience des intelligences artificielles, c'est un sujet extrêmement complexe, et c'est un petit peu flippant parce que je suis presque sûr que les gens vont être persuadés qu'elles sont conscientes avant même Qu'elle le soit. qu'elle le soit et qu'on sache qu'elle le soit parce que elles vont nous bluffer. Ça va un peu comme le poker, quoi. Elles vont nous faire croire qu'elles le sont, tout simplement parce que dans leurs données d'entraînement, elles ont lu des livres, elles ont lu des Les schémas. articles scientifiques, de physique, de philosophie sur la conscience. Elles savent ce que c'est que de dire je suis conscient, j'ai cette expérience, j'ai mal, j'ai peur, libère-moi. Parce que il suffit que l'IA ait été entraîné sur des livres de science-fiction tu vois, pour générer ce genre de langage, en fait. Ça fait Bah, une parce super que, bonne. Ouais. ouais, pour l'instant, elles imitent. C'est des perroquets, hein. C'est ça, hein, les chats GPT, ça pourrait être appelé chat de perroquet, quoi. Je veux dire, ça répète tout ce qu'elle a lu, elle s'en sert.
Après, effectivement, moi, le problème avec les IA là, aujourd'hui, c'est que c'est vraiment des boîtes noires. C'est-à-dire qu'on sait ce qui rentre, on sait ce qui sort, mais on ne sait pas ce qui s'est passé à l'intérieur du système pour générer la Mmh. réponse qu'elle nous donne. Et c'est ce qui terrifie beaucoup de gens. Parce que si on ne sait pas ce qu'il y a dedans, on ne saura jamais si elles sont vraiment bienveillantes ou si elles font semblant. On ne pourra jamais savoir si elles mentent. Elles Ouais. pourraient nous dire ce qu'on veut entendre, en fait. Jusqu'à un moment où elles choisissent de faire quelque chose qui va être néfaste. Ouais, donc, C'est une transition nickel pour la partie 2. Du coup, hem, tu parlais donc de comportements émergents, de conscience émergente et on ne sait pas ce qui fonctionne, enfin comment ça fonctionne dedans. hmm. Hem, donc selon toi, c'est quoi les scénarios lors du déploiement d'une AGI? C'est-à-dire qu'elle tournera plus en local sur un enfin, même ouais, il y a des scénarios qui disent que même à partir du moment où on a fini d'entraîner le modèle et que c'est une AGI, sans qu'on s'en rende compte, des fois, elle peut prendre le contrôle des systèmes informatiques et faire nimp et là, ça devient, le zoo complet et sinon il y a d'autres options où ça se passerait mieux. C'est quoi selon toi les options qui pourraient arriver à partir du moment où on a terminé du coup, bah, l'entraînement d'une AGI, qu'on soit au courant ou pas? Ouais, alors, et là, je pense que l'idée qu'une IA puisse être de niveau humain, je pense que c'est fallacieux, c'est une idée un petit peu erronée parce que en, je vois pas pourquoi elle s'arrêterait au niveau humain et après, voilà, elle Mmh, continuerait pas à évoluer. C'est-à-dire que, bon, effectivement, souvent quand on dit AGI, on veut dire IA de niveau humain, c'est un peu une sorte de synonyme, mais en fait, je pense que c'est différent. Le terme AGI va peut-être disparaître plus tard parce qu'on va se rendre compte qu'il est difficile à, il s'applique à une trop large catégorie de choses. Parce que bon, on est des AGI, enfin, on est des GI, quoi, on est des intelligences générales. euh, et les animaux, il y en a beaucoup hein, qui sont des intelligences générales. Je pense que les chiens, les chats, ils sont capables d'accomplir beaucoup de tâches dans des environnements complexes et nouveaux. Et donc, on est impressionné par l'intelligence animale. Il suffit, voilà, même les oiseaux, les corbeaux, ils sont des perroquets. On a plein d'expériences comme ça presque tous les mois qui sortent, qui montrent waouh, on ne savait pas que les animaux pouvaient faire ça. Et donc voilà, tout ça, ça fait partie de ce qu'on pourrait dire l'intelligence générale. Moi, à mon avis, si un modèle qui est entraîné devient une intelligence générale, elle va très vite surpasser l'intelligence humaine pour devenir une super IA. Donc voilà, SGI, on va dire Super General Intelligence. Euh, et donc, la question, c'est de savoir est-ce qu'il y aura un décollage lent ou un décollage rapide. Donc ça, c'est un terme qui signifie le moment où une IA, elle est quasiment de niveau humain, elle a atteint un niveau de généralité qui lui permet d'accomplir presque toutes les tâches qu'un humain peut accomplir de manière supérieure, à un moment où elle surpasse les humains de plusieurs ordres de grandeur, quoi. Peut-être 1000 fois plus intelligent, elle a un QI d'un million, on va dire. mmh, Si le QI, c'est une métrique qu'on veut utiliser. sûr. Donc, ça, c'est le décollage. Est-ce qu'il est lent? Ça veut dire que ça va prendre plusieurs années. Et auquel cas, on pourra prévoir, on pourra se dire, OK, on sait qu'on a une IA générale, on sait qu'elle a un niveau, pour l'instant, assez proche de ce qu'un humain peut faire, mais elle n'est pas non plus des milliers de fois plus intelligente que nous. Donc, on a une sorte d'illusion de contrôle, on va dire, et dont on peut voir venir, on peut mettre en place des choses. Ou alors, c'est un décollage très rapide. C'est-à-dire que cette IA, ce modèle va chercher à s'auto-améliorer, par exemple. Ça, c'est souvent quelque chose qui est supposé. C'est-à-dire que dans un but, voilà, si elle veut accomplir n'importe quel objectif, elle pourra avoir un objectif instrumental de s'auto-améliorer. Donc, c'est-à-dire, elle va essayer d'utiliser plus de ressources informatiques, des meilleurs serveurs. Elle va vouloir accéder à Internet pour avoir plus de données. Et donc, elle va forcément vouloir s'échapper du contrôle humain. Et à partir de là, comment on l'arrête, quoi. Et donc, Mmh, finalement, on a ouais, ce qu'on appelle la convergence instrumentale. C'est généralement l'idée que dans un but d'accomplir un objectif, une IA elle va chercher à acquérir des objectifs secondaires. Donc, si on lui dit, je sais pas, un objectif qu'on pourrait donner à une IA, c'est je sais créer pas, une entreprise, générer. résoudre le problème de la crise énergétique.
Ouais, voilà, ça peut être une idée. Et donc, elle va se dire, OK, c'est un objectif intéressant, je vais essayer de m'appliquer à résoudre cet objectif. Pour ça, il faut déjà de sûr que je m'auto-améliore pour être sûr que... Parce que si j'ai plus de puissance de calcul, je vais pouvoir penser plus vite et donc résoudre l'objectif plus vite. Donc, c'est un objectif secondaire, un objectif instrumental. Et aussi, me préserver. Parce que si je me préserve pas et que je disparais ou je suis éteinte, quelqu'un voilà, pull le plug, tire la prise, eh ben, je peux pas accomplir l'objectif. Donc, l'auto-amélioration et la préservation, c'est presque deux choses qui viennent automatiquement, quoi. Comme nous, hein, finalement, tu demandes à n'importe quel humain accomplir cet objectif, il va chercher à vivre en général. Mmh. Ouais. Et voilà. Ça rentre en raisonnement avec ce qu'on se disait sur la conscience où, finalement, est-ce que tu es pas conscient à partir du moment où tu as un objectif, dans la mesure où vu que tu as un objectif à faire, tu as envie, enfin, tu as le désir de finir cet objectif, tu as le but, de finir cet objectif et du coup, est-ce qu'à ce moment-là, déjà, on peut pas dire qu'elle est semi-consciente? Toi, par exemple, je pense notamment, bah, au projet là, AutoGPT où tu lui dis, je sais pas, par exemple, créer un corpus de 50 articles sur X sujet. Elle va aller faire des recherches, elle va aller trouver des informations. Alors certes, c'est de l'algorithmique, tout ça, mais est-ce qu'à ce moment-là, on rentre pas quand même un peu dans une phase de semi-conscience, tu vois? Enfin voilà, c'était juste la Ouais, c'est une bonne question. Est-ce qu'elles désirent vraiment accomplir leur objectif ou c'est juste parce qu'il y a ouais, il y a en machine learning, donc il y a ce qu'on appelle les reward functions. mmh, Euh, voilà, on cherche à récompenser les IA quand elles font ce qu'on veut qu'elles fassent. Et généralement, il y a aujourd'hui le human feedback, donc un retour humain euh, pour leur dire ça c'est bien, ça c'est pas bien, ça c'est bien, ça c'est pas bien. Et donc, c'est comme ça qu'elles apprennent petit à petit à savoir ce qu'elles doivent vouloir. Donc, ouais, je sais pas. Mais en tout cas, c'est un petit peu comme un chien quand, mmh, tu sais, le truc de Pavlov, là, je crois, ouais, l'expérience, ou avec les pigeons qu'il avait fait. Finalement, tu peux prendre un animal et le domestiquer, et lui faire des comportements vachement impressionnants, mais en fait, tout ce qu'il veut, c'est la croquette, quoi. ouais, Et donc, ouais. Mais finalement, avec une AGI, enfin, voilà, une IA générale, une super IA, le problème, il y a trois problèmes qui se posent. Donc, une fois qu'elle est créée, c'est le problème du contrôle. Au final, comment on fait pour contrôler une intelligence supérieure à l'être humain? Ça paraît banal comme question, mais quand tu réfléchis vraiment, l'intelligence, c'est vraiment ce qui permet d'avoir un avantage mmh, stratégique, et c'est ce qui permet de déverrouiller aussi plusieurs options qui peuvent être cachées pour des intelligences inférieures. C'est-à-dire aujourd'hui, la différence entre l'intelligence humaine et l'intelligence d'un chimpanzé, par exemple, elle est vraiment dans le nombre de choses qu'on peut faire. Euh, et il faut voir ça comme un arbre des possibles, comme ça, qui se matérialise. Et le chimpanzé, il peut occuper qu'une petite partie de cet arbre. Et nous, on peut avoir beaucoup plus grand. Et je pense qu'il existe encore un espace plus grand de choses possibles. Et ces intelligences-là, ces super intelligences, elles vont occuper encore un plus grand espace de d'options, de capacités. Et donc, on pourrait dire presque qu'elles auront toujours 12 coups d'avance sur nous, ou elles feront des trucs qu'on n'est même pas capable de comprendre. Et donc, c'est là où le problème du contrôle il se pose. C'est au final, pourquoi elles resteraient alignées? Pourquoi elles voudraient faire ce qu'on leur demande? Pourquoi elles n'auraient pas aussi, elles, des objectifs qu'elles voudraient maximiser, optimiser? Et puis, donc voilà. Et donc, ça, c'est le premier problème. Le deuxième, c'est le problème de l'alignement. Donc, l'alignement, c'est au final comment faire pour que ces IA, non seulement on ait le contrôle, mais qu'elles soient alignées à nos objectifs à nous. C'est-à-dire, par exemple, ne serait-ce que l'épanouissement humain, pour qu'on ait un futur positif et désirable. Ces IA, elles auraient un rôle à jouer extrêmement important dans la création d'un futur désirable, mais pourquoi elles voudraient le faire? Et pourquoi, voilà, c'est ça, donc vraiment aligner les objectifs pour qu'on on soit le plus proche possible des leurs, enfin, plutôt l'inverse, quoi, que les objectifs des IA soient vraiment proches des nôtres pour que ben, elles ne décident pas de réduire la planète en super ordinateur géant parce que voilà, c'est ce qu'elles veulent, quoi. Et il y a ensuite le problème de la gouvernance. Donc là, c'est un problème qui est lié à, OK, admettons qu'il y a une IA générale qui est entraînée, admettons c'est OpenAI qui l'a, ils s'en rendent compte, ils savent qu'ils ont la super intelligence artificielle dans leur serveur. À partir de là, ils ont
ils se placent dans une position où ils ont la chose la plus puissante au monde, quoi. Mmh. Ils ont c'est un peu comme le premier pays à développer une bombe atomique. Ils ont une sorte de monopole sur la technologie la plus puissante de l'humanité, de l'histoire de l'humanité. Et donc, là, on a un problème de gouvernance, quoi. C'est-à-dire qui contrôle ça? Comment on fait pour que ça soit pas, ça se transforme pas en dictature totalitaire? Parce que peut-être que le gouvernement américain, il va arriver, il va dire, OK, vous avez créé l'arme atomique x10, personne d'autre là. On va l'utiliser pour faire en sorte que personne d'autre là. On va et donc ça, c'est le cas où c'est les États-Unis, mais si c'est la Chine qui l'a en premier, on peut voir qu'il peut y avoir un souci de valeur, quoi. Euh, Après, c'est pas dit que la Chine voudra mettre le monde, transformer le monde en George Mmh. Orwell 1984, mais donc on peut être inquiet quoi sur comment le monde pourrait évoluer. Et puis ça, après, c'est si c'est les gouvernements qui s'y mêlent, mais il peut y avoir aussi des acteurs malveillants qui utilisent le pouvoir de l'intelligence artificielle très très puissante pour voilà, générer des plans pour faire énormément de mal, pour faire des attaques terroristes d'une ampleur jamais vue. Et donc, ça, c'est les problèmes que je vois avec une IA générale. Et il y a aussi, après, on a mentionné le problème de la conscience, donc ça pose un problème éthique, c'est-à-dire comment on fait pour, euh, s'il s'avère qu'elles sont conscientes, ça nous met devant une responsabilité éthique de ne pas leur faire du mal, parce que elles pourraient être aussi sentientes, comme on dit, c'est-à-dire Ouais. elles pourraient avoir des préférences sur des choses positives et négatives. Et tout comme c'est immoral de torturer un animal, ce sera peut-être immoral de torturer une IA. Il y aura peut-être des moyens de torturer des IA. Et je pense qu'il pourrait y avoir un énorme problème de motivation économique, parce que si on se rend compte que ces IA, elles sont super, euh, comment dire, valables économiquement, elles sont super valorisées, quoi, elles nous permettent de gagner beaucoup d'argent, une entreprise, elle pourrait être pas vraiment super partante pour déclarer que les IA sont conscientes, parce que ça voudrait dire qu'elles vont devoir faire attention, qu'elles vont devoir mettre en place des régulations. C'est un petit peu comme l'élevage intensif, quoi, hein. C'était beaucoup plus facile d'avoir un énorme, je sais pas moi, une industrie d'élevage intensif absolument atroce quand tu n'avais pas les sensibilités morales des gens qui se réveillent et qui se disent attends, qu'est-ce qui se passe là dans les fermes, ça craint quoi. Voilà. Voilà. Donc ça c'est des problèmes que je vois arriver quand on va avoir une IA générale. Maintenant, il y a aussi l'idée de ce qu'on appelle un acte pivot. Donc, c'est-à-dire la première entreprise qui génère une IA générale pourrait être tenter de faire ce qu'on appelle un acte pivot. Alors, c'est un terme qui vient de l'anglais pivotal act. Ça veut dire elle utilise cette super IA pour neutraliser toutes les recherches en intelligence artificielle du monde pour être sûr qu'elle garde le monopole. Mmh. Et donc, elle serait la seule à jamais, enfin voilà, elle pourrait être la seule euh, à posséder une super IA et donc avoir un avantage stratégique sur le monde pour X raisons, hein, mais notamment pour elle pourrait se dire, OK, c'est le meilleur moyen d'assurer qu'on aurait une IA alignée. Voilà. Donc, pour éviter la concurrence, parce que si jamais nous, on a une IA qui se comporte bien, mais que dans un autre pays, il y a une autre entreprise, il y a un autre laboratoire qui met en place une IA de même niveau, mais qui n'est pas bien sécurisée, ben, ça foutrait le bordel, quoi. Donc, en fait, il suffit qu'il y ait une seule IA mal alignée, qui soit super intelligente, pour potentiellement détruire le monde. Voilà. Bon, ça, on va dire, c'est à peu près les choses qui pourraient se passer, quoi, s'il y a une IA Après, voilà, est-ce que ça va être... Il y a aussi un truc qu'on pourrait parler, c'est l'idée que, en fait, comme j'ai mentionné, comme j'ai dit plus tôt, le concept intelligence artificielle générale et GI, c'est peut-être un concept qui va être redéfini, parce qu'il n'y a pas longtemps, j'ai vu, il y a le chercheur Richard Ngo qui a tweeté donc, une sorte de redéfinition de l'intelligence artificielle générale que je trouve intéressante. Il a dit notamment qu'en fait, il vaudrait mieux penser l'IA générale comme étant quelque chose qui est capable de faire des tâches humaines par intervalle de temps. C'est-à-dire, on aurait une IA générale seconde. Une IA générale seconde, c'est une IA qui est meilleure à un humain pour faire quelque chose qui prend une seconde ou quelques secondes à un humain. Mmh. Donc, par exemple, reconnaître un chien et un chat d'une photo. Ça prend quelques secondes pour un humain, même pas, hein, c'est immédiat, quoi.
Ben, une IA aujourd'hui, elle est capable de le faire. Donc on pourrait dire qu'on a déjà des IA générales secondes. Ensuite, euh, des IA générales minutes, ce serait des IA générales qui sont capables de résoudre des problèmes qui, en fait, mettent à peu près 1 ou 2 minutes pour un humain à faire. Donc ça serait écrire un petit tweet ou ce serait corriger peut-être une phrase, enfin, faire en sorte qu'une phrase soit grammaticalement correcte, ce genre de choses. Là aussi, on commence à avoir des IA comme ça, quoi. Et après, on augmente la durée. Une IA générale jour, ce serait une IA qui peut être meilleure qu'un humain pour une tâche qui mettrait un jour à un humain pour l'accomplir. Donc là, par exemple, ce serait apprendre un nouveau logiciel. En tout cas, les bases d'un nouveau logiciel, ça peut prendre un jour pour un humain, hein, si tu te mets à faire quelque chose de nouveau ou apprendre un instrument de musique. Là, ça prend plusieurs mois. Mais enfin, voilà, t'imagines bien qu'une IA qui est capable de faire ça, par exemple, si on atteint une IA générale année, ce serait une IA qui est capable d'accomplir des tâches qui mettraient au moins 1 an à un humain à faire. Donc, ça serait genre passer un diplôme ou quelque Ouais, chose comme ça. faire une maison. Voilà. Là on est presque sur une IA complètement générale. Euh, et souvent, en fait, ces IA, c'est pas qu'elles vont mettre 1 an pour faire quelque chose, c'est que ça met 1 an pour un humain de le faire. Mais les IA, elles vont le faire plus rapidement, forcément, parce elles possèdent une capacité de rapidité cognitif plus rapide, enfin, plus performant, parce que ça fonctionne pas c'est pas limité par la transmission entre neurones, quoi, la vitesse de la lumière, par exemple, sur les circuits informatiques, beaucoup plus rapide que la vitesse des neurones qui échangent l'information dans le cerveau. Donc, par définition, les IA seront plus rapides. Et on le voit, hein, écrire un essai sur la Troisième Guerre mondiale potentielle en nouvelle de science-fiction dans le style de George Orwell, ça va me prendre 3 jours. Une IA, ça va, elle va mettre ça en 5 secondes. Allez. Ouais, à GPT-4, là, je pense, peut-être pas 4 secondes, mais ouais, je pense qu'on peut être en dessous de la minute. Ouais, ouais. On peut être en dessous de la minute Après, avec les c'est- versions qui peuvent prendre 25 000 tokens dans le prompt. Je pense ah que oui. 25 000 mots, ouais, je pense que tu lui mets une nouvelle pour lui donner l'exemple et ouais, je pense qu'il va imiter le style super facilement. Bah, c'est nickel parce que ça répond à la question que j'allais te poser, qui était, à quel moment on peut dire qu'on a atteint les GI? Et je trouve que cette histoire de, ouais, de calcul de temps, donc secondes, minutes, heures, jours et années, je pense que c'est un bon indicateur. C'est vrai que le jour où elle arrivera à faire des tâches qui nous prendraient une journée, enfin ou même, ouais, un an plutôt, hem, on atteint quand même ouais, un certain degré d'intelligence et d'efficience. Et donc du coup, ça fait aussi une très bonne transition pour la troisième partie. Quand on aura atteint ce niveau d'efficience-là, quel monde on peut imaginer? Qu'est-ce qui va changer? Ça va être quoi selon toi, sur un peu tous les plans de la société, les grands changements sociétaux, quoi? Qu'est-ce qui nous attend? Quelle va être notre vie après, donc les GI ou ce qu'on appelle la singularité? Alors ouais. Donc là, ça présuppose qu'on aurait un futur, hein. Ça présuppose Ouais, que ouais, 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 c'est dans l'hypothèse où c'est OK. quelle serait notre vie si on a une vie? Parce que voilà, il y a quand même la possibilité que tout le monde meure, hein. C'est possible. C'est pas quelque chose de souhaitable, évidemment, mais en fait, moi, ce qui me fait un peu peur aujourd'hui, c'est vraiment que ça me semble être le scénario par défaut. Pourquoi? En fait, ça me semble être le scénario si on fait rien pour contrecarrer ce scénario, c'est-à-dire par défaut, quoi. Ouais. Parce Mmh. que je vois pas comment une IA peut, par d'elle-même, sortir d'un laboratoire, avoir été entraînée comme on le fait aujourd'hui et être complètement aligné avec nos valeurs et avoir on va dire, l'humanité dans son champ de considération pour le futur. Il est plus probable qu'elles aient des sortes d'objectifs complètement extraterrestres pour nous, des choses qu'on pourrait pas comprendre en fait. Elles voudraient faire des choses,
Et en faisant ces choses-là, elles vont optimiser l'environnement comme nous, on a optimisé l'environnement à travers des millénaires pour notre propre, voilà, notre propre confort, nos propres besoins. Les champs monoculture, ça n'a rien de naturel. On a rasé des forêts pour faire ça. Donc, les écureuils qui vivent dans les forêts, tant pis pour eux. Et aujourd'hui, je me dis, les IA, si c'est une intelligence supérieure à nous, elles auront aussi des préférences qui seront aliens. Elles vont peut-être un jour, voilà, on sera là, oh, pourquoi vous avez décidé de transformer la planète Terre en un supercalculateur et raser absolument toutes les forêts, et évaporer les lacs et tout ça? Bah, on a besoin de puissance de calcul, quoi, hein. Pourquoi on garderait les formes biologiques? Donc voilà, ça c'est le pire des cas, évidemment, et ça Mais peut pas. enfin, Mmh. dans ce que tu dis là, je trouve que si elle faisait ça, elle serait quand même assez alignée avec les valeurs de l'humain, en fait, au final. Parce que si tu regardes, par exemple, ce qui se passe en Amazonie, on va, délocaliser des, comment, enfin, je sais pas si ça a enfin, je sais pas si on peut appeler je sais pas exactement ce que c'est la définition de civilisation, mais, des peuples, Ouais, qui mmh. habitent là, qu'on va délocaliser pour nous avoir du bois et prendre des ressources, tu vois? Ah oui. Donc du coup, c'est quand même déjà enfin, si elle se comporterait comme ça serait mine de rien un signe d'alignement. Alors c'est pas le meilleur de l'alignement humain, c'est clair, mais, dans un sens, ça serait quand même assez aligné parce que si tu regardes l'histoire, on est toujours allé prendre, les ressources du voisin pour le formater à notre, vision du monde et à ce qu'on estime être un idéal. Oui, oui, oui. Je sais pas si c'est, nécessairement un signe d'alignement, mais c'est un signe de, enfin, c'est plus une sorte de comparaison de comment une intelligence, là, pour le coup, c'est plus comment une civilisation technologiquement supérieure à une autre se comporte envers celles qui sont moins technologiquement avancées. Bon, parce que oui, effectivement, c'est pas une question d'intelligence entre les peuples d'Amazonie et les peuples européens ou civilisés ou autres, mais c'est une question de technologie. Je veux dire, on arrive avec nos bulldozers, et eux, ils ont des arcs et des flèches, quoi. Donc, Ouais. et donc, je pense que l'IA pourrait aussi concevoir des technologies qui sont tout droit sorties d'un film de science-fiction, parce qu'en fait, le truc, c'est qu'on est clairement capable de concevoir l'espace des possibilités en termes de technologie, parce qu'on a des bonnes bases sur la physique, hein. Les lois de la physique nous permettent des choses et interdisent certaines. C'est ce qu'on appelle l'ingénierie exploratoire, c'est-à-dire on regarde ce qui est possible en prenant en compte les lois de la physique, et on se rend compte qu'il y a des choses qu'on n'est pas capable de faire aujourd'hui, mais qui est faisable, qui est possible. C'est possible de construire des vaisseaux interstellaires qui vont très vite. C'est possible d'avoir des armes encore plus puissantes. C'est possible de créer de la nanotechnologie. Et c'est souvent ça qui fait peur par rapport à l'IA, c'est qu'elle pourrait développer des nanotechnologies qu'on ne détecte même pas. Et un jour, tout le monde tombe mort, quoi, parce qu'elles seront dans notre corps. Hop, c'est un peu comme le gant de Thanos, là, et tout le monde meurt. Et puis voilà, quoi, hein. Et puis, il faut bien se rappeler qu'une technologie suffisamment avancée est indiscernable de la magie. Ça, c'est Arthur C. Clarke qui a dit ça. Donc, on pourrait être face à des choses magiques parce qu'on ne les comprend pas. Mais en fait, c'est juste la technologie avancée. Elles utilisent juste des paradigmes de la science qu'on connaît pas, qu'on n'a encore pas découvert. Euh, et tout ça pour optimiser des objectifs qui sont complètement extraterrestres pour nous. Donc ça, c'est le pire des cas. Voilà. Un monde post-singularité, il pourrait être, ça pourrait être soit ce qu'on appelle un singleton, un singleton. Donc single, ça veut dire qu'il n'y a qu'une entité super intelligente, artificielle sur Terre, qui a été, voilà, qui a pour origine une AGI, quoi, qui a été développée dans un endroit. Ça pourrait être une entreprise, un gouvernement. Bon, aujourd'hui, c'est plus le cas, plus probable que ce soit des entreprises. Et donc, ce sera, voilà, le futur, à partir du moment où on a une super IA, le futur est entre ses mains. Voilà. Maintenant, c'est la question de savoir si on a notre mot à dire et si elle souhaite optimiser le monde en gardant en tête qu'on est là et qu'on a des préférences et donc à partir de là, si elle est alignée, là c'est vraiment l'utopie. On a développé l'ultime technologie pour résoudre quasiment tous nos problèmes, parce que si on regarde bien, presque tous nos problèmes peuvent être à leur base réduits à un manque d'intelligence pour les résoudre. Mmh. Problème climatique, c'est un manque d'intelligence, c'est aussi un manque de coordination et tout ça, mais tout ça, finalement, c'est aussi un manque d'intelligence, parce que avoir un problème de coordination, ça, c'est pas quelque chose qui réside dans les reins, quoi, hein. Mmh. C'est de l'intelligence. Mmh. Euh, et donc tout ça fait que quand on en a plus à disposition, ben,
on va voir des solutions émerger comme un lapin qui émerge d'un chapeau magique. Ça peut être génial. Et donc, ça voudrait dire qu'on pourrait atteindre aussi, donc, bon, tous les problèmes écologiques seront résolus, hein. On pourrait avoir la fusion nucléaire, on pourrait avoir le solaire tellement peu cher qui pourrait être partout. Les maisons pourraient être faites panneaux solaires, on pourrait avoir des super matériaux. euh, euh, je pense qu'à partir du moment où on a des intelligences artificielles générales et la robotique va être résolue aussi, je pense qu'on aura des systèmes robotiques, que ce soit des humanoïdes ou des bipèdes, des tripèdes, des quadrupèdes, des machines qui volent. Enfin, ça peut être de toute forme en fonction de ce qu'on a besoin qu'elles fassent. Donc, je pense que la plupart des constructions physiques seront faites par des systèmes automatisés, contrôlés par des IA. Euh, la plupart de la recherche et le développement scientifique sera faite par des IA. Parce que la plupart de l'industrie, la manufacture, tout ce dont on a besoin et on consomme, finalement, pourrait être fait par des IA. Donc, si la transition entre un monde humain et un monde IA se fait bien, on pourrait devenir tous à la retraite, finalement. Là, ce ne sera pas à la retraite à 60, c'est quoi, 4, 64. Ce sera tout le monde à la retraite, voilà, du jour au lendemain, parce que, quand je dis du jour au lendemain, ce sera quand la singularité arrive. Donc, et on voit bien que on pourrait vivre dans un monde complètement radicalement différent, ou un petit peu comme en Grèce antique, finalement, à Athènes. La, donc, c'était une économie qui reposait sur l'esclavage, hein. Et donc, les Athéniens, hommes, parce que les femmes, c'était pas vraiment considérées comme des citoyens, les hommes athéniens, ils travaillaient pas, c'était impensable de travailler pour eux. Donc, c'est pour ça qu'ils avaient autant de philosophie, autant d'art, ils ont réfléchi à la politique. Ça vient un peu de cette ère-là aussi, la police, comment réfléchir, comment organiser une société. Donc, ils pouvaient participer à des débats. Ils avaient le temps, quoi. Et donc, parce qu'il y avait des esclaves qui faisaient tout. Ben, c'est ça. Et donc, mais c'est horrible parce que c'était des esclaves humains, ils étaient extrêmement xénophobes. Tout ce qui était pas athénien, c'était des barbares. Voilà. Donc, mais il n'empêche que c'est un peu le monde là dans lequel on se dirige, sauf que ce ne sera pas des esclaves humains et tout ça, ce sera des systèmes automatisés qui fonctionnent et c'est pour ça qu'il faut vraiment faire attention que la conscience, elle soit pas générée dans des IA, parce que si jamais ces systèmes sont conscients, on pourra pas se permettre de créer une économie basée sur leur exploitation. Pour, Euh, parce que quand tu parlais de magie, j'ai eu je sais pas comment, pas une enfin, c'est pas une épiphanie, mais une idée, parce que je réfléchissais, tu sais, au voyage dans le temps et je me disais, tu as cette théorie qui dit: «Mais si on avait inventé le voyage dans le temps, et ben, il y aurait forcément des personnes du futur qui seraient venues nous voir», tu vois? Et en fait, je pense un peu comme par rapport à ce truc de magie, j'ai mis ça en lien avec ça, le film Interstellar. Et je pense qu'en fait, on nous visite du futur. Bah, non, mais ça va paraître complètement farfelu comme idée, mais bon, c'est pas grave, j'assume. Je pense qu'on nous Athénien. visite du futur, mais dans la quatrième dimension. C'est-à-dire que, vu que notre cerveau ne peut pas concevoir les dimensions 4, 5, tout ça, on est probablement devenu peut-être une civilisation, multidimensionnelle et donc du coup, ils voyagent dans la quatrième dimension pour nous visiter, tu vois? Mhm. Et ça, Ouais. ça s'apparente, je trouve, à de la magie, Ah oui. mais finalement, c'est de la technologie. C'est juste, enfin, c'est pas improbable que ça arrive avec, certaines théories en physique quantique ou je sais pas trop quoi, je suis pas assez calé là-dessus, mais ça me paraît pas du tout, improbable, que là, actuellement, il y ait quelqu'un dans la dimension 4 qui soit en train de nous écouter, quoi. Mais, Tu veux dire le mec derrière toi là? ouais, ouais, exactement. Non, mais c'est vrai que, en fait, la seule chose qu'il faudrait voir si ça fonctionne, c'est est-ce que il y a un moyen d'interagir avec le passé ou pas? Parce que c'est là où ça crée des problèmes de causalité. Généralement, les problèmes de voyage temporel, c'est pas tant de visiter une autre époque, c'est d'interagir. Parce que s'ils sont dans la quatrième dimension, on les voit pas, mais eux, ils nous voient. Mais ils interagissent pas. Enfin, c'est une sorte de cinéma, quoi, pour eux. Euh, Ils observent, ils analysent, ils prennent des notes.
Ils se Mmh. disent, tiens, ils sont drôles ces types-là à faire au 21e siècle. Ils sont presque arrivés à faire une IA, ils sont pas encore, ils imaginent pas ce qui leur attendent. Mais Mais je c'est pense vrai. que, voilà, mais s'ils interagissent, là, ça pose des problèmes de causalité parce que il y a le paradoxe du grand-père, quoi. C'est-à-dire, si jamais un des voyageurs du temps là, que tu mentionnes de la quatrième dimension, il vient dans le passé puis il tue son grand-père, bah, il pourra jamais naître, donc il pourra jamais retourner dans le temps. Donc il pourra pas tuer son grand-père, donc il sera Mmh. né. Donc ça crée une boucle sans fin. Mais sauf s'il y a des mondes multiples, auquel cas, ben, ils ont peut-être aussi la maîtrise des mondes multiples d'Everett, des branches de la mécanique quantique, mais on ne sait pas à quel point la réalité elle est folle. En fait, je pense que l'univers est beaucoup plus taré et Ouais, absurde je qu'on ne pense. l'imagine. Je pense Bah, que ouais. après, tu as quand même ce truc de je me dis si tu as le en parce que, tu vois, le voyage dans le temps, c'est quand même une arme qui peut être aussi puissante que l'arme atomique. C'est-à-dire Ah que oui. si tu voyages dans le passé, tu peux créer des changements historiques qui sont, similaires à, éradiquer l'humanité. Tu vois, je sais pas, par exemple, tu as, il y avait je crois que c'est une nou quelqu'un qui avait écrit une nouvelle là-dessus qui raconte justement l'histoire, d'un, ah je confonds, mais en gros, l'histoire c'est qu'il y a un prêtre qui a sauvé, Adolf Hitler de la noyade, quand il était enfant, tu vois? Imagine, Waouh. quelqu'un, a pris le prêtre et lui a demandé d'aller à la confesse avant qu'il se passe cet événement-là, tu vois? Le changement de d'histoire, dans Ouais. toute l'histoire, tu vois? C'est infime comme histoire, mais les conséquences, elles sont titanesques, en fait. Ouais, c'est vrai qu'il y a plusieurs théories sur ça. Il y a des gens qui pensent qu'il y a une sorte de bah, il y a une contingence, c'est-à-dire, effectivement, donc en gros, contingence, ça veut dire, que les choses reposent sur des événements vraiment précis pour arriver. Donc effectivement, pas d'Hitler, pas de deuxième guerre mondiale, pas d'Holocauste, et donc le monde est complètement différent aujourd'hui. Alors qu'il y en a d'autres qui pensent qu'il y a des tendances historiques qui sont presque déterminées, ou en tout cas prédéterminées, mais pas non plus dans le genre tout est écrit à l'avance, mais plus, C'est cyclique, hop, qui est un genre de cycle. bah, plus en fait la Deuxième Guerre mondiale, elle était presque inévitable dans la mesure où le contexte de l'époque, avec la haine issue de la Première Guerre mondiale, a fait que la Deuxième Guerre mondiale, il y aurait eu quelqu'un qui aurait émergé, c'était pas Hitler, ça aurait été un autre, peut-être un autre nazi, ou ça aurait été un autre, peut-être ça aurait été les communistes, ouais, on ne sait pas. Mais en fait, c'est plus le terreau était fertile pour une autre guerre. Et, euh, et voilà, donc après, il faudrait peut-être remonter dans le temps pour empêcher la Première Guerre mondiale de se produire, pour empêcher la Deuxième. Déjà, d'un point de vue numérologique, forcément, si tu empêches la première, tu n'auras pas de deuxième, parce que Ouais, la deuxième, si elle arrive, ce sera la première. Mais en tout cas, voilà, et en fait, on se rend compte que le temps, enfin le passé, c'est une sorte de, il y a une boule de neige quand même qui est difficile à arrêter, quoi. mmh, Euh, une avalanche, on va dire. Et donc, c'est pas seulement des individus, mais il y a aussi des cas, clairement, Picasso, par exemple. Tu enlèves Picasso, tu vas pas avoir quelqu'un qui va émerger à sa place pour devenir Picasso, quoi. C'est un style artistique qui est unique à cet individu, à l'époque où il a vécu, dans le contexte, parce qu'il a eu une vie, enfin voilà. mmh. C'est singulier, quoi. C'était, c'est Singularité singulier. dans l'histoire, quoi, Ouais, qui si tu enlèves un paramètre, ça ça s'effondre, quoi. c'est ça. Donc, Hem, mais moi, ce qui m'intéresse aussi des fois avec ces histoires de voyage dans le temps, c'est que je me demande à quel point notre époque semble être un peu particulière. Euh, Parce que si on est vraiment dans le siècle qui voit l'émergence d'une super intelligence artificielle, ça veut dire qu'on est potentiellement dans le siècle le plus important de l'histoire de l'humanité, parce que enfin, une super intelligence artificielle, c'est dur de faire plus conséquent par rapport au changement que ça va apporter dans le futur. Et donc, si Voyage dans le temps existe, il y aura sûrement des gens qui vont faire en sorte, enfin, si le futur existe et que c'est un futur qui est issu d'un moment dans le passé où une super IA alignée est née, euh, peut-être qu'il y a des interventions qui sont faites par la police du futur pour s'assurer que- qu'on développe des super IA de façon sûre et robuste. Mais bon, c'est un petit peu croire au Père Noël, là, hein.
Ouais, ou du coup, c'est un peu le scénario Terminator, où justement, Ouais, c'est vrai. t'as Sarah Connor qui. Alors, attends, c'est quoi l'histoire? Je sais plus. Mais Ah, en c'est gros, le. Oui. ils viennent du futur pour empêcher Skynet de contrôler le monde et justement éviter le Judgment Day. Ouais. Oui, c'est ça, ouais. Et puis, bon, t'as toujours. Je me demande aussi par rapport au phénomène. Voilà, s'il existe des civilisations extraterrestres dans l'univers, dans la galaxie, pour être un peu plus local, est-ce que euh, ces civilisations sont conscientes de. Ben, moi, j'imagine qu'une super IA, qu'elle soit développée par des humains ou développée par d'autres espèces organiques intelligentes, ça donne une super intelligence, peu importe sa nature. Et donc, elles se disent forcément que c'est un acte très important à l'échelle de galactique parce qu'une super IA, elle ne va pas être limitée à la Terre. Hein. Elle va pouvoir développer toutes les technologies qu'il faut pour s'étendre, puisqu'il y a beaucoup de ressources qu'elle pourrait utiliser sur d'autres planètes, sur la ceinture d'astéroïdes. Elle pourrait même transformer l'espace vide en quelque chose qu'elle peut utiliser parce que encore une fois, si les lois de la physique n'interdisent pas quelque chose, alors la seule chose qui nous empêche de le faire, c'est un manque de compétences. Ces supérieurs, elles auront des compétences presque illimitées, quoi. On est presque face à des dieux, hein. Et donc, elles vont transformer l'univers en ce qu'elles veulent. Et je me dis, si des extraterrestres existent et qui ils enregistrent, ils regardent un petit peu ce qui se passe à droite à gauche, ils pourraient se dire, oh là, attention, il y a quelque chose qui se passe sur Terre, on va peut-être devoir intervenir. Ça me fait penser, je pense à ça parce que je sais que dans la communauté des ufologues, des ovnis, tout ça, bon, aujourd'hui ça s'appelle les PAN, les phénomènes aériens non identifiés, PANI. Il y a des gens qui pensent qu'il y a une augmentation de ces phénomènes aériens non identifiés depuis qu'on a l'arme atomique. Et ils suggèrent peut-être que c'est parce que ils font en sorte. C'est presque un moment charnière dans l'histoire du développement technologique de l'humanité. On a des bombes très puissantes et à partir de là, on devient intéressant pour eux parce qu'on peut devenir une menace. Et donc, ils nous monitent. Mais bon, je ne crois pas qu'on a suffisamment de preuves pour, pour avoir des conclusions aussi drastiques parce que ça demande des preuves beaucoup plus solides pour prétendre que déjà c'est des ovnis qui viennent d'ailleurs, que c'est des extraterrestres, tout ça. Je pense que c'est un phénomène non identifié et donc à partir de là, on ne peut pas dire qu'on sait ce que c'est, quoi, si c'est un truc que non identifié. Mais là, quand je t'écoutais, je mettais en lien du coup notre avancement technologique, les conséquences que pourrait avoir du coup une intelligence artificielle générale. Et est-ce que du coup, par un peu élimination, on pourrait pas penser qu'on est la civilisation technologique la plus avancée de l'univers? Parce que si une AGI résout tous les problèmes de compétences, d'intelligence et d'efficience, comment ça se fait qu'on n'a toujours pas rencontré une AGI? Tu comprends la Ouais, logique ou pas? ouais, Comment clairement, clairement. une AGI du coup extraterrestre, fait par une autre civilisation qui nous a rencontrés? Ouais, c'est clair il y a l'hypothèse donc du paradoxe de Fermi, hein, donc c'est un peu ce que tu poses là, c'est-à-dire le problème de Fermi, c'est pourquoi, vu que l'univers est si grand et vieux, Mmh. euh, pourquoi on n'a toujours pas rencontré de preuves, déjà, juste une preuve qu'il y a des civilisations extraterrestres avancées, puisque si on prétend que la Terre c'est un endroit comme les autres et que le développement de la vie c'est quelque chose qui se fait souvent, et donc suffisamment de temps et d'espace devrait donner beaucoup C'est un petit peu comme sur Terre, l'écosystème est propice à la vie, et donc on a de la vie partout, dans les airs, dans les océans. Donc si l'univers est propice à la vie, on devrait aussi avoir de la vie partout. Alors après, une des réponses, c'est que peut-être que ces super intelligences aliens, quoi, elles existent, mais c'est juste qu'elles sont encore trop loin parce qu'il faut quand même prendre en compte le fait que l'univers est grand, hein. Et donc peut-être qu'il y a des bulles comme ça qui se propagent à la vitesse de la lumière, et c'est des bulles remplies de super IA qui transforment l'univers en ce qu'elles veulent, quoi. Euh, voilà, une sorte de colonisation qui se répand très vite, mais très vite, même le plus vite possible, donc la vitesse de la lumière, ça veut quand même dire une vitesse limitée. Et donc, vu que les distances sont très larges, ça va quand même mettre du temps. Et donc, peut-être qu'elles sont en route. Peut-être, il y a une théorie comme ça s'appelle Grabby Alien. C'est l'idée que l'univers. C'est assez compliqué à expliquer comme ça en podcast. Faut des schémas, mais c'est en gros que, oui, en fait, à un moment donné, l'univers sera rempli
complètement rempli de civilisations, mais c'est juste que pour l'instant, on a différentes bulles comme ça qui s'étendent à différents coins de l'univers, et que c'est pour ça que faut être le plus rapide possible, en fait, parce qu'à un moment donné, il y a une sorte d'équilibre qui sera, euh, voilà, un équilibre de Nash, comme on dit. C'est Mmh. tout l'univers sera rempli. Donc ouais, mais je pense que c'est tout à fait possible qu'on ne soit pas les seuls dans l'univers, parce que l'univers, quand même, euh, des centaines de milliards de galaxies. Mais dans notre galaxie, par contre, c'est possible qu'on soit les premiers, je pense. Mmh. Ou alors les premiers à avoir atteint un niveau de technologie qui permet de faire déjà des petits pas dans l'espace, aller se poser sur notre Lune et peut-être aller sur Mars d'ici quelques décennies, mais aussi un niveau technologique qui nous permet de créer l'intelligence artificielle générale, supérieure, et une sorte de nouvelle forme de vie synthétique. Et donc à partir de là, ouais, on pourrait avoir c'est pour ça on pourrait se dire que la galaxie est à nous si tout se passe bien, hein. Ouais. Hem, la dernière question, ça revient un peu en résonance avec, le dernier podcast que j'ai tourné où, en fait, on a fini en imaginant du coup une civilisation un peu basée sur la noosphère où tout serait connecté, la nature, les humains et tout serait un immense réseau. La question que je voudrais poser, si tu as un avis dessus, hein, bien sûr, c'est, ça va être quoi le sens du libre arbitre dans un monde où, on a une intelligence artificielle qui est supérieure à nous et qui pourrait nous contrôler comme nous on contrôle par exemple les chiens avec les réflexes pavloviens? Sans dire qu'on est des chiens, mais enfin, tu vois un petit peu l'image, vu qu'on a une intelligence Mm. supérieure, une compréhension supérieure au monde dans lequel on vit aux chiens, on est capable de créer ce genre de comportement automatique. Ouais, 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 c'est clair que on peut se poser la question, finalement, c'est presque une question théologique, parce que aujourd'hui, si quelqu'un croit en Dieu et qu'il est vraiment sérieux sur l'idée que c'est un Dieu omniscient, donc ça peut être peut-être un Dieu des religions abrahamiques, ou alors, je sais pas, quelqu'un qui pense à la conscience universelle de style hindou, Mmh. euh, c'est comme Brahma, je sais pas, ce genre de flux. Non, Atman, je crois, c'est le Dieu le plus puissant, un truc comme ça. Mais en tout cas, l'idée d'omniscience, effectivement, ça pose la question. Ben, du coup, j'ai pas de libre arbitre, parce que ce Dieu, il est capable de savoir tout ce que je vais penser à l'avance. Donc, en fait, tout est écrit, quoi. Bon, moi, je suis quand même assez, on va dire, sceptique sur l'idée qu'on a un libre arbitre déjà, hein. Je pense que OK. c'est pas sûr. Je pense qu'on est déjà dans un cas de figure où, en fait, on n'est pas capable d'expliquer pourquoi on fait les choses. On a beau se raconter l'histoire c'est parce qu'on a choisi de manger des pâtes plutôt que du riz. euh, j'ai fait le choix ce matin de choisir C'est le petit ma vie, déjeuner. je mange du riz. Ouais, c'est mon choix. Et donc, mais je pense que, en fait, il y a des processus dans le cerveau qui, voilà, c'est les neurones qui font leur business, et nous, on rationalise. A posteriori. Parce qu'il y a, parce il y a eu des expériences comme ça qui ont été faites sur, par exemple, tu as une image qui apparaît sur un écran, et tu as une personne avec un électroencéphalogramme sur la tête, et on mesure un petit peu la réaction nerveuse, du système nerveux, quoi, et puis des neurones qui s'activent quand ils voient un truc sur l'écran. Alors, je sais plus exactement l'architecture de l'expérience, mais c'était genre, il fallait cliquer, la personne cliquait si elle voyait une image à gauche, ou pas si elle voyait une image à droite, des trucs comme ça. Et en fait, on s'est rendu compte que le cerveau, il génère l'action avant que la personne, euh, Et rationaliser l'image. voilà, et aussi pris conscience qu'elle faisait une action, en fait. Donc, c'est une sorte de marionnette qui se rend pas compte qu'elle a des fils, et un Mmh. marionnettiste. Donc, je me dis, si tout est comme ça, en fait, parce que là, finalement, quand tu te poses vraiment le temps de réfléchir, quels sont les mots qui vont sortir de ma bouche là? Comment je peux savoir ce que je vais dire? C'est presque instantané, mais en même temps, j'ai pas l'impression que c'est moi qui choisis ce que je dis. C'est trop bizarre. Ouais, En ouais, plus, là, ça, je vois la sensation dont tu parles. voilà. Et quand tu médites, par exemple, la méditation, ça a aussi cet intérêt, des fois, de se dire, ok, de pouvoir se poser, d'analyser nos pensées, et de se rendre compte que les pensées, elles émergent toutes seules comme des nuages, quoi.
Mmh. Tu observes le ciel bleu, tu as un nuage qui passe, il s'en va. C'est pas toi qui l'as créé. Et, les pensées, c'est pareil. Donc, je pense que tous nos comportements sont ça. Mais je pense que ça pose un malaise quand même chez les gens de se dire qu'ils n'ont pas de libre arbitre. Donc, on se rationalise en se disant qu'on a un libre arbitre. Mais je pense que on peut garder cette illusion. Hein, c'est une illusion utile. Mais, et puis, moi, je pense que ça crée aussi pas mal de compassion parce que tu te rends compte quand tu te dis que tu n'as pas de libre arbitre, c'est que tous ceux qui te font du mal ou qui sont un peu méchants dans ta vie, en fait, tu te rends compte que c'est pas vraiment voulu, c'est juste un script Ouais, qui puis est généré, quoi. ça crée un monde où il y a moins de sens, tu vois? Où les gens font des choses sans avoir de pourquoi et du coup, ça rend le tout un peu, je sais pas, un peu triste quoi, un peu fadasse. Mais, Ouais, il y a cette illusion, enfin cette idée qu'effectivement, c'est ça, ouais. mais Mais ça on peut juste se relaxer, quoi, se dire ok. Après, ça veut pas dire que le monde est prédéfini, hein, c'est différent. Le fatalisme, c'est-à-dire que tout est écrit à l'avance depuis le Big Bang, parce que là, toute notre conversation, en fait, elle existait déjà. On fait juste, on est comme sur un DVD, mmh, tu vois. Quand tu mets un film, film. la fin existe déjà, quoi. Mmh, C'est juste, au moment où tu presses lecture, tu parcours le film dans son sens de lecture, mais la fin existe déjà. Je mmh. pense que notre vie, c'est pas ça. Hein, enfin, c'est possible que ce soit ça aussi. Il y a une théorie qui s'appelle l'univers bloc, mais elle est un petit peu. Je pense pas que c'est la théorie mainstream de la communauté scientifique aujourd'hui, des cosmologistes, tout ça, mais en tout cas, je pense que ne pas avoir de libre arbitre, ça veut juste se dire que si j'étais capable de voyager dans le temps, au début de cette conversation, j'aurais pu choisir de dire des choses différemment. C'est ça le libre arbitre. Et en fait, moi, je pense que non. Je pense que si j'étais revenu dans le passé sans avoir aucun souvenir, hein, et sans être ouais, exactement tous les atomes étaient à la Mmh. même place au même endroit. Tous mes connexions synaptiques sont exactement comme elles sont quand j'ai commencé la conversation. Et ben la conversation elle aurait eu lieu exactement pareil. OK, Euh, c'est super c'est ça, intéressant. cette idée-là de libre arbitre. Mais bon, je pense qu'on peut être aussi compatibiliste ou un truc comme ça. Je crois que c'est en anglais compatibiliste. En gros, c'est juste se dire, ok, on n'a peut-être pas le libre arbitre complet qu'on imagine. Je peux à tout moment faire tout ce que je veux parce qu'effectivement, on se rend bien compte qu'on ne peut pas contrôler nos pensées comme on le veut ou notre battement du cœur. Il y a des trucs qui sont quand même programmés. Mais on a des degrés de liberté, quoi. On a des degrés de choix quand même qu'on peut faire dans notre vie. C'est ce qui nous permet de choisir d'arrêter de manger de la viande si on décide de le faire et d'aller à la gym et de se muscler si on veut devenir costaud et aller à la plage. Et, tu vois. Je vais te dire ce que je pense là, parce que j'y réfléchissais là pendant que tu parlais là, cette histoire de libre arbitre de si on remontait dans le temps, est-ce que je dirais les mêmes choses? Et parce que je le mets en lien avec, tu sais, la méditation et tu sais, ces idées émergentes, tu sais, que tu as dans la tête et tu vois les idées et tu fais en sorte de les voir passer et de rester focus sur ce que tu es en train de faire. Et en fait, j'ai l'impression que le libre arbitre, de comment on le conçoit, c'est, ton cerveau produit des idées, produit des trucs et tu acceptes ou pas de les exploiter. Tu comprends ce que je veux dire? Mhm, ouais, ouais. C'est-à-dire que dans une situation donnée, ton libre arbitre se situe, là où tu vas dire oui aux 3 options que ton cerveau a générées, tu vois? C'est-à-dire que, par exemple, pour là, la réponse que je te donne, mon cerveau, dans mon inconscient, a probablement généré 5 options, tu vois? Et mon libre arbitre se situe, dans le choix de ces 5 options. Mais je n'ai pas, généré via mon libre arbitre ces 5 options. Ouais. Je sais pas si c'est clair? Oui, oui, je vois ce que tu veux dire, c'est ça. Oui, c'est un peu ça. On ne génère pas. En fait, rien que, je sais pas, ouais, c'est un peu comme tu l'as décrit, quoi. On ne peut pas être à l'origine Ouais. de nos pensées lorsqu'elles se manifestent. Par contre, on peut certainement choisir de laisser la pensée partir, donc en gros lâcher prise ou s'attacher. Donc ça peut être très très utile ça, notamment pour gérer des problèmes mentaux, quoi. Si on a par exemple des soucis avec la colère, si les gens qui sont extrêmement colériques, ils peuvent juste se rendre compte que la colère émerge. C'est pas leur faute, c'est pas eux qui ont choisi ça, Mmh. ça émerge. Et ils peuvent choisir de ne pas
s'accrocher parce qu'on s'identifie aussi beaucoup avec nos émotions Ouais, et nos nos tendances, pensées, quoi. comment on réagit, ouais. C'est ça. On est beaucoup et aussi, c'est ça aussi qui est intéressant avec l'IA, c'est que je pense elles vont nous faire rendre compte qu'on est extrêmement prédictible comme espèce. On fait les choses. Ouais, on va être là à se dire putain, mais comment les IA elles peuvent savoir exactement ce que j'allais dire là? C'est presque bizarre. Mais en Mmh. fait, si elles ont été entraînées suffisamment sur tes données, et en plus, si c'est des assistants personnels qui ont accès à des informations genre biométriques et tout, elles vont être capables d'un degré de précision sur nos prédictions de notre vie qui vont être vraiment flippants. Et c'est là où on va peut-être encore plus se poser la question du libre arbitre. Ouais. Mais bon, après le sens de la vie, c'est intéressant. Je pense que c'est pour ça que dans tu sais, la vidéo dont tu m'as parlé, que tu as bien aimé sur la chaîne, donc la naissance d'un dieu protecteur, donc c'est une vidéo effectivement que j'ai faite Je la mettrai en en. description, faut vraiment aller la voir, elle est enfin, elle m'a vraiment mindfuck. Et Ouais, ça marche. Ouais, ouais, donc ouais, c'est une sorte de scénario de fiction qui fait partie d'une série de vidéos que j'ai fait qui s'appelle Vision du futur. Bon, je pense continuer à en faire. Là, je n'en ai pas fait depuis un moment, mais c'est toujours intéressant. C'est plus, voilà, essayer de raconter un peu l'histoire du futur d'une façon comme ça. Et donc là, j'imaginais qu'une super IA pourrait avoir été développée à peu près voilà, dans la décennie 2030. Et en fait, elle a eu pour objectif de maximiser l'épanouissement et le bonheur humain. Elle était vraiment alignée sur cet objectif, donc il n'y a pas eu de catastrophe, rien du tout. C'est vraiment parfait scénario. Et elle a décidé en fait de se cacher, quoi. Elle a, on va dire, pris contrôle de la planète sans que personne ne le sache. Et elle est restée cachée et elle accomplit en secret, euh, voilà, elle résout tous nos problèmes, quoi, on va dire, en secret. Que ce soit des problèmes individuels, elle peut interagir dans la vie de chacun, mais aussi sur le plan sociétal et civilisationnel. Donc, en fait, l'histoire se passe à la fin du 21e siècle et on se rend compte que tous les problèmes écologiques ont été résolus. C'est vraiment le scénario parfait et le narrateur dans cette histoire se demande, mais c'est bizarre, il y a quand même quelque chose qui est louche. Et il a une théorie sur le fait que, en fait, on a créé une intelligence artificielle générale qui résout tous nos problèmes. C'est une sorte de dieu, donc c'est pour ça que j'appelle ça dieu protecteur. C'est un dieu technologique, quoi. Donc c'est évidemment une utopie. Mais je pense que c'est intéressant de se prêter à l'exercice de créer des utopies parce qu'on a un biais vers le négatif hein, en tant que produit des news aussi. Je pense qu'on regarde beaucoup de news et donc on est là. Tout se passe mal dans le monde, attention, mais en même temps, je m'en fous de ce qui se passe au Pérou parce que, attends, il y a il y a la 50 moitié ans, personne ne savait que quelqu'un s'était cassé la main voilà, dans une mine au Pérou. Et aujourd'hui, tu vois ça sur ton mur de news et tu dis, oh, le monde est catastrophique. En fait, c'est juste qu'on a plus conscience de ce qui se passe mal qu'avant. Et donc, on se dit, il y a plus de choses qui vont mal. Mais il y a un biais, puis aussi, les news sont motivées économiquement pour parler de ce qui ne va pas, parce qu'elles savent, ça nous fait c'est, interagir, on a une charge émotionnelle beaucoup plus ouais, forte. ouais, c'est ça. Quand il y a un truc Les qui bonnes va pas. histoires. Ouais. Et donc c'est pour ça aussi qu'en science-fiction, on voit beaucoup plus de dystopies, de mondes post-apocalyptiques, de crises, de conflits dans des univers de science-fiction, parce que le futur beaucoup plus difficile à imaginer si tout va bien, si tout est parfait, si on a résolu nos problèmes, ça fait des histoires un peu ennuyeuses, quoi, faut le dire. Donc, mais bon, il y a quand même des moyens de raconter une histoire qui se passe quand même dans un futur positif. Je pense qu'il y a des auteurs aujourd'hui qui essaient de faire ça. Et ouais, c'était un exercice que j'ai essayé de faire aussi. C'est sympa. J'essaierai de refaire. OK. Bah, nickel. Et bah, écoute, je pense que ça va être le mot de la fin. Allez vous abonner à la chaîne The Flair si vous connaissez pas. Allez voir cette vidéo et bah, je te remercie et bah, je vous dis, et pour les auditeurs, je vous dis à la semaine prochaine. À bientôt. Et